Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. L'administration Trump, je peux le voir. Ils essaient tellement de passer à cette prochaine guerre. Ils insistent vraiment, vraiment. Je veux dire, Trump veut vraiment ça. Et là, les choses deviennent sérieuses. C'est aussi pathétique comme tu les as appelés. Je vais juste lancer la vidéo. C'est silencieux, donc tu peux commenter dessus. Un deuxième pétrolier. Donc il y avait un premier pétrolier plus tôt en décembre qui a été capturé. C'est ça. Maintenant, il y a eu un deuxième pétrolier qui battait pavillon panaméen. Ce n'était pas un pétrolier sanctionné. Trump dit qu'il reprend tout le pétrole. Et il y a même des rapports sur un troisième pétrolier débarqué lors de la capture. Oui, c'est la poursuite active, le Bella One, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Pep, voilà comment l'administration Trump intensifie avec le Venezuela après de nombreuses menaces, tu sais, à propos du changement de régime. Suzy Wiles, son chef de cabinet, dit qu'ils vont faire mendier Maduro. Peut-être développer de nombreuses manifestations de ce blocus américain du Venezuela. Et j'ai commencé par la guerre contre la drogue. Je suis passé à un changement de régime et maintenant, ces pirates des Caraïbes et essentiellement une sorte de blocus, un blocus maritime du Venezuela qui ne les déplace pas d'un pouce. Et nous n'avons pas vu, même pas une réponse indirecte de la Russie et de la Chine. Par exemple, s'ils bloquent un navire qui transporte du pétrole du Venezuela à la Chine devra répondre d'une manière ou d'une autre. Et si c'est le cas avec cette dernière interception, les Chinois réfléchissent déjà à la façon dont ils vont répondre à cela. En termes de puissance militaire, les Vénézuéliens sont sûrs et convaincus qu'ils ont assez pour repousser presque tout ce que les États-Unis leur lancent, y compris une invasion terrestre suicidaire. Alors, quelle est, au fond, l'image que tout cela renvoie? Pour l'Amérique latine et pour le Sud global, depuis le Queremo, nous voulons la stratégie de sécurité nationale. Ils affirment que l'Amérique latine est leur arrière-cour et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et s'en tirer. Du point de vue du Sud global, c'est un empire désespérément impuissant, essayant de contrôler son arrière-cour et échouant. Alors, c'est le choc des récits que nous avons en ce moment. Nous ne savons pas où cela va mener, bien sûr, mais je ne parierai pas sur que le Venezuela capitule. Ce n'est pas l'Irak en 2003. Les Américains ne peuvent pas acheter tous les généraux qu'ils veulent pour renverser Maduro et installer le prix Nobel de la paix, ce pathétique prix Nobel de la paix. Le soutien populaire pour une intervention américaine est presque nul et le soutien vient des Vénézuéliens exilés en Floride. Cela signifie des gens qui parient sur Marco Rubio. Le soutien interne des paysans, des travailleurs urbains, les personnes qui ont suivi la révolution bolivarienne depuis le début et pour le gouvernement à Caracas de manière écrasante. Donc, si tout ce que les Américains essaient en termes de régimenter les gens à l'intérieur du Venezuela est déjà voué à l'échec. Alors, ce qui reste, ce sont des scénarios militaires qui sont tous extrêmement douteux, pour le moins. Les Russes et les Chinois sont-ils intimidés? Pas du tout. Si vous voyez ce que les Russes disent à l'ONU et ce que les Chinois disent dans leur briefing du ministre des Relations étrangères à Pékin, ils sont d'accord, nous soutenons la souveraineté du Venezuela et cela continuera d'être ainsi. Et nous sommes contre toute ingérence étrangère. Ils sont très diplomatiques, bien sûr. Toute ingérence étrangère, il n'y a qu'une seule ingérence étrangère. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une impasse pendant quelques mois et ensuite quoi? Parce que Trump a promis d'éradiquer le gouvernement actuel du Venezuela et de récupérer tout son pétrole. Ou le pétrole américain qui a été volé par le Venezuela est une autre totale fausse idée. Donc, il va devoir livrer. Peux-tu imaginer la foule MAGA frappant à la porte de Trump et disant « D'accord, qu'en est-il du Venezuela? Est-ce qu'on va récupérer ce pétrole ?» Non. Alors, pourquoi l'as-tu promis? Donc, on peut imaginer qu'il a peut-être été embarqué dans cette aventure par Marco Rubio, qu'il a bien manipulé. Si c'est le cas, waouh, il va y avoir des répercussions. Pas maintenant, bien sûr, mais dans un avenir proche. Donc, Marco ferait mieux de se ressaisir ou prendre un billet aller simple quelque part. Parce que j'ai
comme tu parlais de la réponse de la Russie et de la Chine, c'est l'un des plus intéressants. Pour moi, ce n'est pas nécessairement une déclaration ou une réponse diplomatique, mais c'est la poursuite de l'envoi de vos pétroliers au Venezuela, au milieu de tout cela. Des géopolitiques, notre ami a dit le pétrolier russe Hyperion est arrivé en toute sécurité à Amui, Venezuela, qui abrite le centre de raffinage là-bas, le deuxième plus grand complexe de raffinerie du monde en termes de capacité. Capacité, ouais. Donc, je veux dire, tu sais, il continue. Et la Chine, bien sûr, tu as dit, il y a des déclarations fortes, et en voici une. La Chine critique les États-Unis pour avoir saisi arbitrairement des navires dans les Caraïbes et étend son soutien au Venezuela. Pékin s'oppose aux sanctions unilatérales illicites qui n'ont aucun fondement en droit international ni aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous voyons qu'ils n'avaient pas la loi Pas de bon jeu? pour attaquer un navire russe venant de Mourmansk, dans l'Arctique, Exactement. venant au Venezuela. Ils n'ont pas eu le courage d'attaquer cela, de saisir ce navire. Cela nous en dit beaucoup. Ce blocus a déjà été violé et il sera violé par les Russes et les Chinois en particulier. Et les Iraniens disent déjà qu'ils envoient des navires au Venezuela. Peux-tu imaginer ces trois BRICS envoyant leurs propres navires, arborant leur propre drapeau, brisant le blocus? Alors, que va faire le maître de piste du cirque? C'est une situation périlleuse parce que tu as le Venezuela. Je suis sûr que tu as vu les rapports. Ils escortent des pétroliers. Mais ensuite, si tu as des pétroliers iraniens, des pétroliers, tu as des pétroliers chinois, tu as des pétroliers russes. Il y a tellement d'éléments à cela qui sont grands. Je veux dire, c'est plus grand que le Venezuela, comme nous le savons, mais les conséquences, Bien plus grande. ils sont plus grandes que le Venezuela lorsque vous commencez à interférer avec les navires de ces puissances. Alors cela a Ouais. des effets de ricochet sur... Qu'est-ce que tu crois? Je veux dire, pourquoi penses-tu que l'administration Trump prend ce genre de... Je sais, comme avec le navire panaméen, ça ressemble juste à du harcèlement, mais la Russie, ça ne se passe pas. Donc, c'est génial parce que dans tout le sud global, les gens prêtent attention à ces détails. D'accord? Alors, qui peut échapper au blocus et qui ne le peut pas? Et tout de suite, tu vois comment cela se passe. Et ça se passe dans le sens où tout ce fanfaronnade et toutes ces menaces, ils n'affectent rien du point de vue de la fameuse perte de crédibilité américaine qui est le mantra depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Waouh, c'est énorme. Vous avez déjà perdu votre crédibilité, même en commençant à mettre en œuvre votre soi-disant stratégie maritime, un blocus. Ça. Regarde ce qui me déconcerte, Danny et vous tous, comment il n'y a pas une seule voix parmi, d'accord, des flagorneurs de Trump 2.0 trait. Très médiocre pour dire au président en 10 secondes, 15 secondes que tout cela n'a absolument aucun sens. Personne. C'est incroyable. Donc, cela prouve que c'est une administration de idiots, de crétins, vraiment. Il n'y a pas d'autre Exactement, je veux dire. explication originale pour cela. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu Tucker Carlson qui est allé, notre ami commun, l'émission du juge Napolitano, et a dit Bien sûr. qu'il y avait quelqu'un qui lui disait au sein du Congrès qu'ils allaient parler de potentiellement relancer cette guerre vers une escalade majeure, des frappes aériennes ou quelque chose du genre. Et puis Trump a fait le discours auquel Tucker faisait référence, et puis ça. Le Venezuela n'était même pas mentionné. En fait, il y avait peut-être une mention du bateau drogue. Nous sortons le fentanyl du pays et puis rien. Il n'y avait que ça. Les États-Unis vont bien sous ma direction et c'était tout. Et je pensais que cela disait beaucoup. Cela en dit beaucoup parce que cela correspond au schéma de la construction d'une narration, vendre cette narration comme des fous au niveau national et mondial. Et quand tu vois que la narration ne tient pas, tu changes la narration. C'est la spécialité de l'empire du chaos, même avec l'administration Al-Topa auparavant. Quand la narration ne fonctionne pas, tu la changes. Eh bien, dans leur cas, ils ne l'ont jamais changé, non? Mais dans le cas de l'administration Trump, où il est maître dans l'art de changer de narration, c'est ce qu'il fait de mieux. Donc, tôt ou tard, le Venezuela disparaîtra comme un problème. Ce sera une façon de changer de sujet à nouveau. Exactement. Nous avons gagné, nous avons négocié, c'est fini. Il n'y a plus de drogue, plus de drogue. On va récupérer tout le pétrole. On l'a récupéré, on l'a, tu sais. On l'a récupéré, ouais. Mais je voulais te demander ça parce que dans le document de stratégie de sécurité nationale, bien sûr, l'hémisphère occidental est partout dedans. La doctrine Monroe, mais la Russie et la Chine sont mentionnées très spécifiquement comme des acteurs dans la région. Cette doctrine Monroe, j'ai essayé de dire aux gens qu'elle était appliquée à l'Europe lorsque l'Europe était les anciens colonisateurs.
Puis les États-Unis voulaient les tenir à l'écart pour que les États-Unis puissent l'avoir. Levé. Aussi à elles-mêmes. Maintenant, c'est la Russie et la Chine. Mais qu'est-ce que la Russie et la Chine font exactement dans la région qui provoque une réaction? Parce que même si certaines de ces menaces peuvent être des menaces fantômes, nous avons juste besoin d'une menace pour justifier, je ne pense pas que ce soit tout. Je pense qu'il y a des relations qui se construisent en Amérique latine qui sont préoccupantes et je me demande si tu pourrais en dire plus à ce sujet concernant les États-Unis ou l'empire du chaos des États-Unis, devrais-je dire. Pas pour moi. Exactement. D'accord, prenons un exemple, le port de Shanghai au Pérou, qui, pour toutes les raisons pratiques, est un port clé sur la route de la soie maritime du Pacifique Sud et extrêmement populaire en Chine lorsqu'il a été inauguré. Xi Jinping s'y est rendu pour l'inaugurer lui-même, parce qu'en Chine, tout le monde parle maintenant de la connexion Shanghai-Shanghai. Tout ce qui sera exporté de Shanghai dans le Pacifique Sud arrivera à Shanghai. Et c'est la route de la soie maritime, un autre chapitre. Personne ne l'a vu venir, surtout aux États-Unis. Personne ne savait. Il savait quand Xi Jinping était là pour inaugurer le port. Et même en Amérique du Sud, il y avait beaucoup d'informations sur Shanghai. Maintenant, il y en a plus car les Chinois sont allés au Brésil. Ils ont déjà envoyé une mission au Brésil pour commencer des études pour construire. Évidemment, par les Chinois, la fameuse route océanique reliant la côte atlantique du Brésil à la côte pacifique du Pérou. Ainsi, il y aura l'intégration de tout ce que le Brésil exporte depuis le côté pacifique en Amérique du Sud jusqu'en Chine. C'est ce que les Américains entendent par ingérence étrangère. Capacité commerciale, capacité de commerce, ou le fait que le plus grand partenaire commercial du Brésil, la première puissance en Amérique du Sud, est la Chine. C'était les États-Unis jusqu'à il y a 12 à 15 ans, si je ne me trompe pas. Puis, surtout ces 10 dernières années, c'est la Chine. Et les deux sont membres des BRICS. Et le Brésil et la Chine sont très, très proches dans tellement d'aspects que les Américains peuvent même en rêver. C'est donc ce qu'ils entendent par ingérence étrangère, parce que la Chine fait des incursions partout en Amérique du Sud, en Amérique latine dans son ensemble. Et les Russes, leur soft power augmente aussi partout en Amérique latine, et bientôt il y aura plus d'investissements russes partout en Amérique latine. Cela, du point de vue de l'administration Trump, est un anathème. Ils envahissent notre arrière-cour. Et du point de vue de l'Iran, c'est essentiellement la relation souveraine Iran-Venezuela. Donc tout cela est considéré comme une violation de nos droits de contrôler l'ensemble de l'Amérique latine pour contrôler l'ensemble de l'hémisphère occidental, c'est vraiment un corollaire à la doctrine Monroe, car c'est aussi déconnecté des réalités que l'était la doctrine Monroe. Donc cela ne va pas changer. Ils vont essayer de provoquer une guerre hybride en se concentrant sur différentes parties de l'Amérique latine. Bien sûr, ils ont beaucoup de chance car les pays d'Amérique latine ont tendance à tomber dans le giron de l'Empire. C'est arrivé avec l'Argentine il y a quelques mois et maintenant c'est arrivé avec le Chili. Et cela pourrait même arriver avec la Bolivie complètement. Mais en Bolivie, il y a beaucoup de soutien populaire pour ce qui reste des années Evo, n'est-ce pas, et leur souveraineté, bien sûr. Donc, ils peuvent compter sur le fait de gouverner facilement les néocolonies, surtout en Amérique du Sud, et en même temps, ils sont très préoccupés par les incursions commerciales et diplomatiques de la Russie et de la Chine partout en Amérique latine. Donc, ils vont essayer ils présentent ce conflit tout le temps et regardent, d'accord, où nous devons absolument intervenir pour provoquer un changement de régime ou une révolution de corail d'un côté. Et de l'autre côté, comment pouvons-nous saper les gains des Russes et des Chinois dans tel ou tel pays? Donc, cette dynamique va continuer. Cela signifie qu'ils essaient de s'accrocher à contrôler tout l'arrière-cour, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent contrôler une partie importante de l'arrière-cour, mais ils ne peuvent pas contrôler certains des pays les plus importants. Et dans le cas de la relation de l'administration Trump avec le Brésil, cela va devenir bien plus compliqué que cela ne l'est déjà. C'est ça. Parce qu'aux prochaines élections, nous pourrions avoir Lula à nouveau, mais nous pourrions aussi voir le retour de l'extrême droite et le Brésil tomberait instantanément dans les bras de l'Empire. Oui. Donc c'est vraiment un jeu à enjeu élevé. C'est vraiment du très, très haut niveau. Vous savez,
nous avons entendu des responsables américains dire littéralement « Oh, eh bien, la Colombie approche, le Brésil approche avec ses élections. Il y a ce message extérieur très ouvert qui est envoyé que il s'agit de tout contrôler. Mais Pep, une question que j'avais était que même avec l'Amérique latine aussi instable qu'elle est, c'est pourquoi j'ai été presque surpris par l'escalade de l'administration Trump avec le Venezuela, car j'avais l'impression que l'Amérique latine se dirigeait déjà malheureusement vers les États-Unis. Je ne vais pas dire organiquement, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'inorganiques. Oui. D'activités se produisant en interne. Et cela ne se passe pas via une intervention militaire directe ou autre. Proche de cela, donc, mais même ainsi. La question est alors, qu'est-ce que les États-Unis vont offrir après cela? Parce que la Russie et la Chine, ils ont beaucoup de relations avec les néocolonies. Ils peuvent commercer avec n'importe qui. Est-ce que cela arrête ou résout réellement quelque chose? Ou est-ce un palliatif? Est-ce une tentative de juste faire une pause? Espérer que cela ralentisse un peu ce processus en cours? Oui. Vous avez raison. Espérant ralentir un processus inexorable d'un grand nombre, pas la majorité malheureusement, de pays d'Amérique latine exerçant leur souveraineté. Et dans le cas des plus puissants, c'est très divisé. Si nous avons le Chili et l'Argentine qui tombent dans les bras de l'Empire, nous, de l'autre côté, nous avons le Brésil qui résiste, mais il y a beaucoup de mais. Si Lula continue et le Brésil est un triste cas de peut-être le pays d'un homme seul défendant la souveraineté du Brésil. Et celui qui succède à Lula ne sera jamais au même niveau en termes de négociateur, en termes de profil, un prélevé partout dans le sud global, en termes de compréhension des motivations de l'Empire, etc. Et il est très facile de compter sur des cinquièmes colonnes partout, spécialement en Amérique du Sud. C'est le cas de l'Argentine et c'est maintenant le cas du Chili. Donc, du point de vue de toujours avoir leurs nénuphars ou des nénuphars géants en Amérique du Sud, surtout, l'Empire n'est pas inquiet. Donc, leurs points clés. Leurs deux principaux points d'attention sont le Mexique et le Brésil. Le Mexique doit être très prudent pour exercer sa souveraineté et ne pas être englouti par l'Empire. Et en même temps, ne pas antagoniser l'Empire au point qu'ils aillent là-bas et provoque un changement de régime, par exemple, ou une autre révolution de couleur. Et dans le cas du Brésil, qui est un pouvoir régional de l'Atlantique Sud et une puissance importante des BRICS, c'est la vraie complication. La cinquième colonne au Brésil est extrêmement forte et puissante, et cela complique énormément la situation, donc malheureusement. Eh bien, je suis né au Brésil, donc je porte toujours le Brésil en moi un peu partout. Donc, cela me peine de voir que les perspectives ne sont pas exactement roses. Comme je le vois et comme nous assistons tous deux à ce qui se passe avec le Venezuela. Je pense que les gens ont vraiment sous-estimé la force du Venezuela et comment. Bien sûr. À quel point la situation est fragile dans le reste de l'Amérique du Sud. Bien sûr, Cuba, ils sanctionnent Cuba depuis plus de 60 ans. Ils ne peuvent pas. Cuba y résistera toujours. Il n'y a pas de révolution colorée en vue à Cuba. Ils ont essayé, c'était quand ça? Il y a quelques années, ça a échoué. Au Venezuela, vous savez combien de ont-ils essayé? Les sanctions sont absolument désastreuses, mais leur système politique persiste et ils ne montrent aucun signe de relâchement à moins que les États-Unis n'essaient de tout anéantir militairement. Oui. Ce qui est une catastrophe, mais le reste de la situation, oui, ça, si nous regardons les concurrents, nous avons même, par exemple, Gustavo Petro et Claudia Sheinbaum. Ces deux nœuds très importants de ce processus de multipolarité en Amérique latine, ils ont un peu hésité. Ils ont laissé un peu de marge. Ils ont laissé un peu de marge aux États-Unis autour du Venezuela, de la même manière que Lula a dû ou s'est senti obligé de donner un peu de marge en ne reconnaissant même pas, par exemple, Maduro comme président du Venezuela. Et Sheinbaum et Gustavo Petro ont dit des choses très contradictoires sur ce qui devrait se passer. Non, pas d'intervention, mais le peuple doit décider. Mais le peuple a déjà décidé que Maduro est le leader. Cette dynamique montre à vous et à notre audience combien il est très, très difficile de négocier l'humour, les caprices et les idiosyncrasies de l'Empire, surtout parce qu'elles sont concentrées en un seul homme. Je ne dirais pas qu'il est Jules César. Il est Caligula et seul Caligula décide.
Nous avons eu beaucoup de discussions sur les empereurs romains ces derniers jours ici en Italie et il y a un consensus sur le fait qu'il est essentiellement une réincarnation de Caligula. Donc, tout dépend de ses sautes d'humeur. Surtout parce que, encore une fois, aucun tacticien, aucun stratège, il ne lit rien et il ne peut pas penser à long terme. Donc, évidemment, c'est psychologiquement la dernière chose qui attire son attention et puis 5 secondes plus tard, c'est autre chose. Et évidemment, cette capacité d'attention de 5 à 10 secondes et son incapacité à retenir et traiter des informations cruciales. Donc, vous pouvez imaginer Scheinbaum, Petro, Lula dire « Nous devons élaborer une stratégie pour contrebalancer cet état de choses, mais nous ne pouvons pas le contrarier directement. Jamais. » Ouais. Règle numéro 1, c'est un numéro d'équilibriste. C'est très, très compliqué. Et bien sûr, ce ne sont pas des puissances nucléaires. Ce ne sont pas des puissances hypersoniques. Une chose est que la Chine et la Russie font cela. Autre chose est que le Mexique, le Brésil ou la Colombie le fassent. Exactement. Vous voyez? Ouais. Oui. Et vous savez, nous allons conclure ici, Pep, mais quand je vois Maduro, par exemple, se moquer de l'appel de Trump par rapport à la façon dont Scheinbaum, Petro, même Lula ont dû répondre à ce qui se passe. C'est ça. Je pense, mec, qu'il y a un élément qui est tellement important dans tout cela, c'est d'avoir les forces armées, avoir l'armée et avoir les forces armées de son côté est aussi un soutien. Avoir tout l'État de son côté, pas seulement le parti élu dont vous faites partie, mais bien sûr. Avoir l'État capable de... C'est un élément qui, je veux dire, regardez la Colombie et le Mexique, les États-Unis, le deep state des renseignements, ils sont tous là-dedans. Donc oui, il est très difficile de repousser les limites. Très difficile. Et il y a un élément, Dani, il y a un élément de swing qui est très caribéen. Ils savent comment se débrouiller. Ils savent comment se déplacer. Ils savent surtout comment parler et ils connaissent le pouvoir de la moquerie. Vous pouvez détruire une superpuissance en vous moquant d'elle. Exactement. Ouais. Et ils comprennent cela mieux. Les Vénézuéliens comprennent cela, les Colombiens comprennent cela, les Cubains le comprennent probablement mieux que quiconque. Ouais. Oh ouais. Eh bien, leur ancêtre, Fidel Castro, était très doué pour cela. Très bon à cela. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière.
Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel sur